Donc, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur le salon Connect Plus Event pour cette cinquième édition virtuelle cette année. Donc il y a 12 conférences qui se succèdent tout au long de la journée. Celle-là, c'est l'avant-dernière. Des conférences sur l'IoT et la RFID. L'ensemble des conférences pourront être retrouvées ensuite à partir du début de la semaine prochaine sur YouTube et sur le site web ConnectWave. Pendant cette conférence, vous pourrez intervenir à n'importe quel moment pour poser vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas, Q et R, et dans discussion si vous avez des annotations autres que des questions. Déjà, tiens, si vous voulez bien nous dire, est-ce que vous entendez et est-ce que vous nous voyez bien? Justement, dans discussion. C'est OK, parfait. Bonjour à tous, je vous rejoins un peu en retard parce qu'il y a des speakers qui ont tendance à déborder le timing prévu. C'est la vie, c'était prévu. Voilà. Merci Mélanie d'avoir pris le relais. Et je vais tout de suite donner la parole parce qu'on avait prévu un ordre de passage, hein, puisque vous êtes tous dans le même type de sujet. Le premier ordre de passage, c'est Anne-Isabelle Parodi de SPAC. Je vous donne la parole, hein, et sans plus tarder, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Merci d'être présent à cette conférence sur la sécurité dans l'IoT. Donc la sécurité dans l'IoT, c'est un sujet très important puisque sans sécurité, on n'aura pas d'adhésion à l'IoT sur nos marchés. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Anne-Isabelle Parodi, donc je suis secrétaire générale de l'Alliance SPAC. Et justement, notre but, nos missions au sein de l'Alliance SPAC, c'est de réunir et fédérer l'écosystème de la sécurité physique et de l'industrie 4.0 pour répondre aux enjeux de sécurité et de cybersécurité qui sont sur l'ensemble de nos marchés. Donc concrètement, aujourd'hui, les infrastructures sont de plus en plus connectées, mais aussi attaquées. Dans les organisations, les infrastructures des organisations, on trouve de plus en plus de périphériques hardware, c'est-à-dire des lecteurs de contrôle d'accès, des serrures, des barrières, des imprimantes, des capteurs, qui peuvent être connectés ou non connectés, qui communiquent sur des liaisons qui peuvent être filaires ou non filaires. Mais dans l'ensemble de ces objets sont tous de plus en plus interconnectés et se rejoignent sur des protocoles de communication qui sont communs. À côté de cela, l'ensemble de ces objets et des protocoles sont de plus en plus attaqués. On a 9 fois plus d'attaques aujourd'hui sur les objets connectés entre 2019 et 2020. Et entre 2019 et 2020, on a 9 entreprises françaises sur 10 qui ont subi une cyberattaque de manière plus générale, pas forcément que sur les objets connectés. Au-delà de cela, la tendance aujourd'hui est aux attaques hybrides. Alors, qu'est-ce que c'est les attaques hybrides? Ce sont des attaques qui s'implémentent via des solutions de sécurité physique qui seraient d'un niveau de sécurité trop bas, par exemple par la reproduction d'un badge pour entrer dans un bâtiment, par l'attaque d'un lecteur de contrôle d'accès ou par les protocoles de communication qui permettent de sécuriser ces objets et ces solutions. Donc, c'est dans ce contexte et pour répondre à l'ensemble de ces problématiques qu'on a lancé et défini l'Alliance SPAC pour répondre à ces enjeux de cybersécurité. Le but de SPAC est clairement donc de fédérer l'écosystème de la sécurité physique et de l'industrie 4.0 pour lutter contre l'ensemble de ces cyberattaques qu'on peut implémenter via des solutions de sécurité physique, via les protocoles de communication qui composent ces solutions ou alors via les objets connectés. Donc, on voit bien que les attaquants ont un nombre de plus en plus important de points d'entrée, à la fois vers les infrastructures des organisations, mais aussi vers les systèmes d'information. Donc, aujourd'hui, on essaye, à travers SPAC, de répondre et de donner une solution à l'ensemble de ces enjeux
qui sont ceux de notre écosystème. On est bien d'accord qu'il y a beaucoup de technologies à maîtriser, à la fois la sécurité physique, le monde des protocoles, les objets connectés, les smart buildings, et il n'y a pas beaucoup d'organisations aujourd'hui ou d'entreprises qui répondent à l'ensemble de ces enjeux. Donc, on noue des adhésions croisées, notamment avec Red Alert Labs qui va intervenir juste après, qui apporte une expertise sur les certifications des objets connectés, par exemple, mais aussi avec la Smart Building Alliance qui fédère l'écosystème justement du Smart Building et de la Smart City. Et on s'apporte mutuellement des compétences complémentaires avec ces organisations. Donc, comment va intervenir SPAC ? Donc, SPAC va partager avec l'ensemble de l'écosystème des recommandations et des ressources afin d'augmenter le niveau de sécurité de l'ensemble de ces objets qui sont présents dans les infrastructures, à la fois des recommandations et des ressources pour sécuriser, donc comme je l'ai dit, l'ensemble des objets hardware, connectés ou non, et des protocoles de communication. Pour cela, au sein de SPAC, on a défini des missions d'information, de formation, de certification et de standardisation, et on travaille avec l'ensemble de nos membres qui sont des entreprises ou des institutionnels sur ces missions. On va par exemple alerter sur les potentielles cyberattaques que peuvent toucher l'ensemble de nos solutions et aussi recommander des bonnes pratiques et des ressources pour pouvoir augmenter le niveau de sécurité. On va par exemple proposer des missions d'audit à destination des clients finaux que sont les directeurs de sûreté et les DSI pour identifier les failles de sécurité et évoluer vers les bonnes pratiques. On va recommander et proposer des certifications, à la fois des certifications de sécurité et des certifications fonctionnelles, à la fois des objets communicants, des objets hardware qui sont présents dans les infrastructures de vos organisations, mais aussi des certifications sur les protocoles de communication. Et on va proposer deux types de certifications, à la fois de sécurité et des certifications fonctionnelles. Donc, les certifications de sécurité vont permettre de vérifier que vos objets hardware et protocoles sont résistants à toute cyberattaque et à la fin, apposer des visas de sécurité. Et les certifications fonctionnelles vont permettre de vérifier que vos solutions sont, en plus d'être d'un niveau de sécurité élevé, qu'elles sont interopérables. C'est-à-dire que tout le monde parle le même langage et qu'on puisse changer librement d'objet hardware. Parce qu'un smart building, aujourd'hui, pour être efficace, il faut qu'il soit ouvert et qu'on puisse ajouter de nouveaux objets hardware ou en changer librement. On va aussi recommander l'usage de standards sur des protocoles de communication. Comme on l'a vu, il faut sécuriser des communications entre différents objets hardware qui peuvent être des objets de sécurité, des objets connectés et bien sûr un système d'information. Donc, il faut un protocole de communication qui soit capable de s'adapter à une communication avec différents objets hardware, mais aussi sur différents types de liaisons, que ce soit filaires et non filaires. Et on va travailler aussi à la définition avec l'ensemble des institutionnels, que ce soit français et européens, c'est-à-dire avec les agences de sécurité françaises comme l'ANSSI, mais aussi européennes et avec la Commission européenne et le Parlement européen, à la définition d'un cadre réglementaire qui est en fait un ensemble de recommandations à implémenter dans nos solutions de sécurité physique et dans l'industrie 4.0 et l'IoT, pour augmenter le niveau de sécurité de l'ensemble des solutions qu'on peut trouver dans une infrastructure et être résistant à l'ensemble des cyberattaques. Donc concrètement, comme je vous disais, on va informer et alerter l'écosystème à la fois sur ces cyberattaques, mais aussi sur les bonnes pratiques, donc à travers un catalogue de webinars, comme par exemple le choix d'un protocole de communication pour l'ensemble des communications qu'on puisse trouver dans une infrastructure connectée ou non connectée. Le choix d'un badge, par exemple, dans une solution de contrôle d'accès. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut copier un badge d'identification en quelques secondes quand on a acheté un device pour cela sur Internet qui coûte une vingtaine d'euros. Donc, c'est un sujet très important pour l'ensemble, pour sécuriser nos organisations. Sur l'immigration technologique sur l'ensemble des solutions, sur l'usage des certifications qui vous permettent de choisir des solutions qui ont été
auquel on a apposé un visa de sécurité, donc de choisir des solutions résistantes à toute cyberattaque. Donc, un webinaire sur les certifications qui sont proposées à la fois par l'ANSSI, qui est membre de SPAC, et par SPAC, au sein de, car nous définissons aussi des certifications fonctionnelles et de sécurité. Et aussi un webinaire sur le Security by Design. Donc, comme je vous ai dit aussi, on définit des ressources pour permettre de faire reconnaître nos solutions comme des solutions d'un niveau de sécurité élevé. Donc, on va définir des ressources au sein de groupes de travail. Dans un premier groupe de travail, on a défini aujourd'hui une offre de certification fonctionnelle pour permettre de vérifier que nos objets sont résistants à des cyberattaques et sont interopérables. Dans ce premier groupe de travail technique, on travaille aussi aux évolutions du protocole de communication SSCP. Le but, avec un protocole de communication qui puisse sécuriser une organisation composée de différents outils qui sont évolutifs. Aujourd'hui, le smart building évolue perpétuellement et il faut s'appuyer sur un protocole de communication qui est la capacité de communiquer avec différents objets communicants de sécurité physique, mais aussi des capteurs IoT, et sur différents types de liaisons et qui soit résistant à toutes cyberattaques. Et c'est pour ça qu'on assure les évolutions de ce protocole de communication SSCP pour répondre à l'ensemble des contraintes pour sécuriser un smart building. Et on a aussi un deuxième groupe de travail au sein duquel on assure la promotion de l'ensemble de nos membres et bien sûr de nos solutions. Puisque aujourd'hui, l'ensemble de nos membres font le choix d'un niveau de solution, d'un niveau de sécurité élevé. Le but, c'est d'informer notre écosystème afin qu'il puisse faire les bons choix en termes de solutions. Et on s'appuie pour cela sur le protocole de communication SSCP. Comme je vous disais, c'est un protocole qui est très sécurisé puisque toutes les communications sont chiffrées signées. Et c'est le premier protocole européen à être certifié CSPN par l'ANSSI sur les solutions de sécurité physique. Il permet une interopérabilité et cette interopérabilité peut être vérifiée par une certification fonctionnelle au sein de SPAC. Et pour répondre à des contraintes et sécuriser un smart building, il est agnostique du canal de communication puisqu'on peut communiquer sur des liaisons filaires ou non filaires. Et il permet aussi, bien sûr, de communiquer avec différents objets hardware, que ce soit avec des objets de sécurité physique, des devices IoT ou d'autres objets comme des caméras de surveillance. Donc, il répond à toutes les contraintes qu'on peut trouver dans une infrastructure connectée, avec bien sûr, en s'appuyant bien entendu sur un niveau de sécurité élevé. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Sinon, vous avez mes coordonnées, je suis disponible pour répondre à toutes questions sur nos missions et le partage de ressources qu'on peut fournir à l'écosystème. Bien, merci, Anne. Merci à vous. Tout ça me paraît très clair. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, j'ai mon écran qui a bougé. Oui, voilà. Alors, oui, n'hésitez pas à poser des questions dans le petit onglet en dessous, en bas de votre écran Zoom, là, qui s'appelle Q&R, comme questions et réponses. Et on essaiera d'échanger à la fin des 3 interventions en cours. Bien, alors je donne la parole à, alors je ne sais pas qui, peut-être Nathaël, ou bien… Oui, c'est ça. J'ai déjà les questions qui arrivent, là, c'est bien, donc on en parlera tout à l'heure. Nathaël, c'est à vous. Très bien, merci beaucoup. Donc, merci de nous laisser prendre la parole dans cet événement déjà. Donc, je suis Nathaël Couturier, évaluateur sécurité IoT, et je représente aujourd'hui Red Alert Labs, qui est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité de l'IoT. Donc, je vais parler aujourd'hui de la sécurité de l'IoT et notamment des défis technico-commerciaux des laboratoires d'évaluation. Donc, dans un premier temps, je vais donner un peu de contexte et quelques définitions. Donc, je vais faire un rappel rapide de ce qu'est l'IoT. Donc, l'IoT, ça signifie Internet of Things, ou ça
c'est les objets connectés en français, et donc c'est un concept récent qui a des définitions variables, mais on peut notamment retenir la définition de l'ENISA, complétée par celle du Conseil de l'Union européenne, qui indique que l'IoT est un écosystème de capteurs et d'actionneurs interconnectés, capable de prendre des décisions et majoritairement composé de hardware, de software, de capteurs et d'actionneurs. L'IoT n'est pas lié à un domaine spécifique, mais il évolue dans plusieurs secteurs. Et la plupart des secteurs peuvent aujourd'hui se projeter sur de l'utilisation d'objets connectés. On peut notamment penser au transport, aux industriels, au secteur de la santé ou encore chez les consommateurs. L'évolution du nombre d'objets connectés est exponentielle. On estime aujourd'hui leur nombre entre 30 et 35 milliards, même si ce chiffre varie en fonction de la définition qu'on choisit d'adopter. Par exemple, est-ce qu'on considère qu'un routeur est un IoT ou pas? Et donc les estimations les plus optimistes tendent à montrer qu'on atteindrait 75 milliards d'objets connectés en 2025. Donc le nombre ne cesse d'augmenter, mais ça reste toujours des cibles particulièrement attractives pour les pirates, notamment car la plupart du temps, les mesures de protection sont généralement faibles et insuffisantes, notamment dues aux contraintes qu'ont ces objets. Ça peut être des contraintes d'environnement, des contraintes de ressources, d'espace. Et en plus de ça, par définition, c'est des objets qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ainsi que dès que des IoT ont commencé à apparaître, on recense des attaques sur ces derniers. Dès 2009, on a des attaques sur des parcs-mètres connectés, et ces attaques, au fur et à mesure des années, avec le nombre d'IoT qui augmente, sont de plus en plus récurrentes. En 2016, ça a fait un peu plus de bruit, notamment avec le botnet Mirai, qui, en ne s'appuyant que sur des objets connectés, a réussi à réaliser les plus grosses attaques dans son domaine jusqu'alors. Et donc avec l'explosion de ce nombre d'objets, la sécurité est particulièrement importante à prendre en compte parce que ces attaques sont de plus en plus récurrentes. Si on prend le cas du secteur hospitalier qui déjà aujourd'hui est attaqué, notamment avec des ransomware, et qu'on peut très bien imaginer qu'avec l'apparition des outils comme la télémédecine et l'émergence des dispositifs médicaux connectés tels que les tensiomètres, les défibrillateurs ou encore les pompes à insuline connectées, on va se retrouver avec une multiplication des équipements qui complexifient la gestion des infrastructures IT et la cybersécurité qui va avec. Le seul exemple de la prise de contrôle d'un robot de chirurgie par un cyberattaquant suffit à montrer qu'une attaque peut avoir un réel impact non seulement sur l'image, mais également sur l'intégrité des personnes physiques. Donc, le risque zéro en informatique, il n'existe pas. C'est pas possible de certifier à 100% qu'un objet est imperméable à tout type d'attaque. Cependant, on peut minimiser ce risque, notamment en adoptant une approche security by design, donc où on prend en compte la sécurité dès la conception, ou en faisant de l'évaluation afin d'évaluer le niveau réel de la sécurité d'un objet. Donc c'est plutôt sur cette deuxième partie que je vais continuer mon discours, notamment en présentant les principaux défis en matière d'évaluation. Le premier défi auquel on peut penser, c'est la diversité des régulations qui existent. Aujourd'hui, il existe un large panel de régulations et de standards qui visent à encadrer les technologies de l'information et notamment la sécurité des technologies d'information. Néanmoins, jusqu'à présent, celles-ci n'étaient pas spécialement faites pour l'IoT. On peut par exemple citer les critères communs qui sont une norme et un schéma reconnu internationalement qui encadre la sécurité des technologies de l'information, mais pas particulièrement celle de l'IoT. En 2019, il y a une nouvelle régulation qui est adoptée par le Conseil de l'Union européenne, le Cyber Security Act, qui a pour objectif de créer un cadre européen de certification de cybersécurité. Suite à ce dernier, des nouveaux schémas sont sortis qui prennent en considération le Cyber Security Act et qui sont plus adaptés à l'IoT. On peut notamment penser
au EUCC, donc qui est basé sur les critères communs et sur le Cyber Security Act, et qui prend en considération l'IoT, ou carrément des schémas spécifiques pour l'IoT, tels que celui proposé par Eurosmart. En plus de ça, il est également important de comprendre qu'aujourd'hui, des directives fermes imposent des contraintes, qu'il est important, voire obligatoire, de prendre en considération. Ainsi, il est dur de s'y retrouver dans cette jungle de régulation. Et donc, pour s'y retrouver, le fait d'avoir une expertise unique centrée autour de l'IoT, c'est un plus. En plus de ça, on est également impliqué dans la définition de guides, de normes, de schémas au niveau international, national et européen, et dans les groupes de travail autour de ces guides et normes qui découlent des régulations en vigueur ou en développement. Le deuxième défi que je vais aborder aujourd'hui, c'est la diversité des acteurs impliqués quand on parle d'IoT. On peut par exemple penser aux propriétaires d'IoT, aux fournisseurs de services, aux vendeurs, aux tiers parties. Et donc, qu'est-ce qui vit tous ces acteurs? C'est notamment la confiance. Et la confiance, c'est d'ailleurs une notion qui revient dans le Cyber Security Act dont je parlais précédemment. On voit donc que c'est une notion importante. Et donc, pour lier ces acteurs avec la confiance, un expert cybersécurité, notamment dans le domaine de l'IoT, il doit être en mesure de communiquer avec tous les acteurs afin de comprendre leurs besoins et pouvoir leur exposer des solutions dans un langage compréhensible et adapté. Donc, chez Red Alert Labs, ça, on est à même de le faire car nos évaluateurs ont également une casquette consultant, ce qui leur permet d'avoir les compétences techniques pour la réalisation des tests et la compréhension des résultats, et également de pouvoir traduire ces résultats dans un langage métier adapté afin que les décideurs puissent prendre en compte les résultats techniques et prendre des décisions. Le troisième défi auquel on peut penser est le fait que l'IoT fait figure de proue en matière d'innovation et amène avec elle une variété de nouvelles technologies. On peut par exemple penser à des technologies spécialement designées pour l'IoT, pour répondre à ces besoins, tels que le LoRa, le Sigfox ou le Zigbee, mais on utilise également des technologies qui étaient déjà présentes auparavant et qui, dans certains cas, peuvent convenir, tels que le Wi-Fi ou le Bluetooth. En plus de ça, la partie matérielle est importante à prendre en compte, car l'IoT peut être exposé dans des zones non sécurisées, et donc un attaquant peut avoir accès directement au matériel. Il faut donc s'assurer que les interfaces physiques soient protégées, afin qu'il soit difficile de les exploiter. On se retrouve alors rapidement avec une grande diversité de technologies, protocoles et interfaces différentes qu'il faut être en mesure de comprendre et de couvrir. En plus de ça, il n'y a pas de meilleure option. Chaque projet a ses propres besoins, ses propres contraintes. Ça peut être la portée, le volume des données, les débits, la couverture, l'énergie, le coût. Et il faut également prendre en considération la sécurité. Il faut donc s'assurer d'avoir en interne les connaissances from chip to cloud, de la puce au nuage, de la partie matérielle à tout ce qui est communication et protocole qui est derrière. Et donc pour ça, Red Alert Labs a été créé by design pour répondre aux problématiques de l'IoT. Donc on est à même avec nos experts évaluateurs qui sont des spécialistes de tout type d'environnement et de répondre à ce défi, notamment avec les compétences multiples en termes d'évaluation et des aspects de gouvernance. Le dernier défi sur lequel je viendrai aujourd'hui, c'est l'évolution rapide et les problématiques de coût. L'IoT est un marché en pleine expansion qui évolue constamment et rapidement. Il faut donc être constamment informé des dernières avancées et des dernières évolutions. En plus de ça, il faut être à même d'appliquer la cybersécurité en gagnant du temps et de l'argent tout en s'assurant de ne pas rater le marché. Donc, les méthodes applicables sur la cybersécurité des systèmes d'information classiques ne permettent pas de traiter ce challenge. En effet, pour sécuriser une infrastructure classique, on va parfois dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent, ce qui n'est pas possible. En effet, si on considère qu'un objet connecté,
coûte 10 €, on ne peut pas se permettre de dépenser 20 € en termes de sécurité. Et donc, pour ça, il faut automatiser les processus et diminuer les coûts, et ça, c'est possible lorsqu'on a une expertise unique et donc des méthodologies qui sont concises et adaptées à l'IoT. Je vais maintenant venir aux activités d'évaluation sur lesquelles on est amené à travailler régulièrement afin de répondre notamment aux défis que je viens d'énoncer. Donc, le premier cas qu'on peut citer, c'est le cas où un client ne veut pas obligatoirement être conforme ou se conformer à un standard, mais qu'il souhaite avoir un avis d'expert basé sur une approche indépendante du niveau de sécurité de son produit. Il faut rappeler que le laboratoire n'intervient que lorsque le produit existe, qu'il est déjà créé. Dans le cas où le client veut penser en amont la sécurité, qu'il veut penser security by design, ce qui reste la meilleure option, il faut le rappeler, il ne fait pas appel au laboratoire dans un premier temps, mais plutôt à la partie consulting que nous fournissons également. Je ne vais pas m'étendre sur la partie Security by Design, car il me semble que la conférence d'après le traite. Donc dans le cas où nous savons déjà un objet et que nous voulons un avis d'expert sur le niveau de sécurité de ce produit, on va appliquer une méthodologie basée sur une approche risque qui va nous permettre d'obtenir des résultats. Ces résultats, ça peut être soit la conformité en matière de sécurité, ou alors on va trouver des vulnérabilités, des failles. Suite à ça, il y a également un accompagnement afin de traduire les résultats techniques dans un langage adapté afin que les décideurs puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause. Le deuxième cas dans lequel notre laboratoire est amené à intervenir, c'est le cas de la certification. Donc dans ce cas-là, c'est un client qui souhaite vérifier que son produit est conforme à un standard, un schéma ou une régulation. Ça peut par exemple être le cas d'un client coréen qui souhaite aborder le marché européen, notamment avec un contexte de certification européen. Dans ce cadre-là, les tests que nous réalisons sont plus spécifiques et dépendent notamment du contexte, de la législation, du schéma, du niveau d'assurance et d'autres paramètres. Ainsi, les tests réalisés ne sont pas les mêmes qu'il s'agisse d'un pacemaker connecté ou d'un crayon connecté. Néanmoins, un set d'exigences minimales de sécurité, qui est appelé baseline, sera toujours testé. L'objectif est de s'assurer que les besoins sécurité métier sont couverts avec le bon niveau de profondeur de test. Donc pour conclure, chaque projet IoT est unique, il n'y a pas de solution clé en main qui réponde à tous. Il faut les considérer de manière singulière afin de pouvoir y répondre au mieux. En plus de ça, il est important de prendre en considération la sécurité. La meilleure solution reste la security by design, prendre en compte la sécurité dès la conception. Néanmoins, l'évaluation qui est complémentaire permet d'avoir une idée réelle du niveau de sécurité d'une infrastructure ou d'un objet. Chez Red Alert Labs, on propose ces deux services afin de répondre au mieux aux besoins métiers et aux défis que j'énonçais précédemment. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Sinon, vous pouvez également me les adresser sur mon adresse mail qui est affichée ou sur l'adresse de contact de Red Alert Labs. Merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci Nathaël. Écoute, c'est très clair, vraiment, je tiens à le souligner, et j'ai tout compris. Voilà. Parfait. C'est un gage de qualité. Est-ce que peut-être, Roland, vous avez quelques mots à rajouter ou pas? Bon, Roland a disparu, donc du paysage, apparemment. Oui, il avait une autre conférence juste Il avait après. une autre conférence, c'est très bien. Donc, écoutez, merci Nathaël. On verra un petit peu les questions à la fin, mais je voudrais tout de suite donner la parole à Stéphanie Schoen. Hein, comment vas-tu Stéphanie? Et merci à toi d'intervenir au nom du pôle SCS en tant que directrice écosystème et animation. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à parler du pôle SCS durant cette conférence.
Donc, je suis Stéphanie Schoen, je suis directrice de l'animation et de l'écosystème pour le pôle SCS et je vais m'attacher de manière très, très bas niveau aux enjeux de la security by design. On va pas être du même niveau que des experts de la sécurité, mais on va pouvoir, et c'est l'intérêt, orienter ou donner des moyens pour aller vers la security by design. Tout d'abord, juste pour présenter le pôle SCS, donc nous sommes donc un écosystème européen, hein, nous sommes un pôle de compétitivité, solutions communicantes sécurisées, basées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nos domaines technologiques sont la microélectronique, l'Internet des objets, la sécurité numérique et la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le big data. Les grands marchés que nos membres adressent, nos 300 membres adressent, sont la santé, ou la e-santé de préférence, les villes et territoires intelligents, les smart cities, l'industrie 4.0 bien évidemment, le transport et la mobilité, et plus confidentiellement dans notre région, le véhicule intelligent, en tout cas autonome pour ce qui est des travaux de recherche qui sont faits sur le sud-est de la France. Donc nos membres sont des grands groupes, hein, des ETI, et surtout des startups et des PME innovantes et des instituts de recherche, de formation et des universités. En termes d'investissement de R&D sur nos membres, depuis 15 ans, on approche le milliard d'euros d'investissement de R&D. Sur ce milliard d'euros d'investissement, il y a eu un bon tiers qui a été subventionné, hein, en priorité par l'État français, hein, depuis 15 ans. Bien évidemment, nos startups, elles sont innovantes et donc, par là même, elles ont besoin de lever des fonds. Il y a eu énormément de levées de fonds sur notre écosystème, plus de 500 millions d'euros. Et la croissance des petites entreprises est forte, elle est de plus de 50% en moyenne. Bien sûr, il y en a qui seront à 500%, tout dépend du point de départ. Alors, les trois grands enjeux de la security by design. Beaucoup d'autres l'ont rappelé, donc les intervenants précédents en ont très très bien parlé. Donc les risques sécuritaires sont de plus en plus forts, je ne vous apprends rien. Alors mes sources sont un peu divergentes des sources précédentes. Nous attendions à 30 à 50 milliards d'objets connectés en 2020. Bon, on est plutôt a priori en fonction du périmètre choisi, on est bien d'accord, autour de 12 milliards. Tout dépend ce qu'on y intègre, bien évidemment. Est-ce que tous les téléphones portables sont intégrés et qui sont de très beaux objets communicants également? Pas forcément. Donc là, on est vraiment sur des objets connectés tels qu'on les entend, hein, plus classiquement, des objets communicants. Les projections, bien sûr, sont 2 à 3 fois supérieures à 5 ans. Hein. C'est une réalité. Je pense qu'on finira tous par avoir un certain nombre d'objets connectés chez nous. Nous en avons déjà pas mal, mais ça risque de s'accélérer. Les systèmes également sont de plus en plus interconnectés. On parle d'IT, mais on parle aussi d'OT, hein, donc Information Technology ou Operational Technology. Donc tout ça est en train largement de se mélanger, d'où les problématiques d'attaque sur certaines parties qui ne sont pas des parties qui étaient liées à l'IT, mais qui sont des parties qui étaient a priori standalone, mais qui vont, par la force des choses, devenir de plus en plus connectées. Et donc, une surface d'attaque, c'est évident, de plus en plus large et donc un risque de plus en plus fort. De la même manière, les enjeux, c'est les coûts, hein, coûts de rémédiation de plus en plus élevés. On estime que c'est de l'ordre de 6 fois plus cher quand il se passe quelque chose pendant la production que si on l'a imaginé pendant la conception. Donc, d'où l'intérêt de faire ce travail d'anticiper le plus possible le sujet de la sécurité au démarrage de la conception d'un produit, par exemple. Et bien sûr, l'impact sur l'image est potentiellement, voire quasiment toujours catastrophique. Quand il y a des gros problèmes, on a plein d'exemples, hein, que ce soit des Jeeps il y a quelques années qui ont été hackés, donc on a pris le contrôle de véhicules. Enfin, tout ça est très, très catastrophique pour celui qui le subit.
Un cadre réglementaire, on en a beaucoup parlé, les précédents intervenants en ont beaucoup parlé, les qualifications, les certifications, qu'elles soient au niveau français ou plus largement au niveau européen. Tout ce qui est en préparation, bien évidemment. Et n'oublions pas, mais on a tendance à l'oublier parce que c'est fini, c'est passé, ça date de 2018, mais le règlement général sur les données personnelles, il est également extrêmement important. Il contribue, bien évidemment, à protéger, du coup, les identités ou les données, mais ça fait partie du sujet. Alors, la privacy by design, donc penser la sécurité depuis le début de la conception, franchement, je pense qu'on a des objectifs clairs là-dedans. C'est de la sécurité de bout en bout du produit. C'est de la sécurité sur le cycle de vie des objets. Bien sûr, conception, hein, production, initialisation, utilisation, revente, fin de vie, qu'est-ce qui se passe une fois que l'objet n'est plus en circulation, les données, etc., comment cela circule, et les conformités réglementaires, bien sûr, présentes et futures. Hein, je pense que ces 3 grands objectifs, ils sont archi clairs. Et quand on parle de cette chaîne hein, pour la privacy by design, on est sur les éléments de conception, donc là c'est vraiment de l'analyse de risque, mais là Red Alert en a bien parlé. Hein. Les requirements, donc les exigences sécuritaires, finalement beaucoup de gens à la fin de la journée ne savent peut-être pas exactement quelles sont les exigences sécuritaires de leur marché ou de leur segment de marché. On les imagine, quelquefois il est difficile d'aller jusqu'au bout et d'en être parfaitement certain. Ensuite il y a des travaux sur l'architecture bien évidemment, sur le développement, le code, etc. Le test, évidemment, un test en profondeur, le déploiement, la maintenance. Tout ça est assez clairement explicité. Il y a de nombreux experts qui sont capables d'aider sur ce sujet. Donc, pour nous, les objectifs, sécurité du produit, du cycle de vie et être en conformité réglementaire, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quelques points de vigilance, bien sûr, là non plus, je ne vous apprends rien, mais il faut travailler bien évidemment sur l'authentification. Hein, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'elle est suffisamment forte? Sur les communications non sécurisées, c'est un risque. Hein, est-ce que les données sont visibles, modifiables, etc. Les niveaux de cryptographie, les niveaux de mise à jour, logiciels et hardware, bien évidemment, software, hardware. Est-ce qu'on a les bons composants? Est-ce que ce ne sont pas des composants obsolètes, inadaptés? Puisque bien sûr, quand on mélange de l'électronique, de la microélectronique, de l'architecture, du protocole, du software embarqué, applicatif, et ça, il faut que tout soit à niveau, y compris bien évidemment les composants. Et bien sûr aussi la partie des stockages non sécurisés des données et l'exposition des données privées. Tout ça rejoint aussi le RGPD d'ailleurs. Donc ça, c'est les grands points de vigilance qui sont communément admis. Et comment pouvons-nous aider, nous, hein, à injecter plus de sécurité ou à concevoir avec la sécurité? Donc ce sujet est prégnant. On a énormément d'acteurs dans le pôle, je dirais plus de 100, 120, qui sont des acteurs de l'IoT. Et on a imaginé ce programme d'accompagnement qui est fait par des experts. Hein, donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une structure qui s'appelle Trusted Labs, qui fait partie du groupe Thales, où il est question de cadrer, de rappeler les principes, d'analyser les produits existants, leur niveau de sécurité, d'identifier des priorités, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire, qu'est-ce qui serait idéal de faire, comment le faire. Donc, on est vraiment sur un travail de base, je dirais. On met le pied à l'étrier pour pouvoir ensuite, bien évidemment, aller plus loin. Nous avons d'ailleurs un exemple d'une société qui vient de démarrer. Je rebondis sur ce qui a été dit précédemment. Vous parliez de prise de contrôle d'un robot de chirurgie. On est sur un sujet aujourd'hui d'accompagnement d'un instrument de chirurgie connecté où il faut se conformer à un certain nombre de réglementations, bien évidemment. Mais le travail de fond d'injecter de la sécurité depuis le début est en cours. Donc, ils le font dans le bon sens. Et pourtant, c'est une start-up qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a parfaitement compris que c'était impossible pour elle de fonctionner autrement que d'injecter de la sécurité.
Cette action, elle est prise en charge en partie par la DRETS, hein, donc la directe en fait, hein, l'État en région. Bien évidemment, c'est onéreux, mais le reste à charge est suffisamment, on va dire, accessible. Et cette action est sous accompagnement également de l'ANSSI, hein, bien évidemment, de l'ANSSI ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc nous, on est là pour aider à faire le début et on serait ravis de vous aider sur ce sujet si c'était un sujet d'actualité. Vous avez mes coordonnées et je suis ouverte à toute question. Je vous remercie. Ben, merci Stéphanie. Hein, voilà. C'était pas si... non, enfin, tu étais un peu timide pour, au début de ton introduction, de ton speech là. Mais non, non, c'est tout à fait intéressant. Et encore, en plus, on voit qu'il y a des actions qui sont menées pour faire avancer les réflexions et surtout la security by design auprès des startups et des petites entreprises. Ce qui est assez important, je trouve, c'est une notion que l'État donc a manifestement pris en compte avec vous. Bon, alors j'ai quelques questions là qui surgissent. Alors, je vais essayer de trier un petit peu là. Alors, Nathaël, vous êtes toujours là? Oui, oui, toujours là, toujours là. Oui, j'ai une question pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est une question piège, mais c'est une question, c'est comme quand il y a un médecin qui intervient, on parle de son cas personnel, mais est-ce que vous recommandez l'usage de cryptographie, alors certificat X509, bon, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'espère, Oui. Et de signature des firmware dans l'IoT? Alors oui, de toute façon, c'est toujours mieux de signer ces firmware. Ça apporte un niveau de sécurité supplémentaire. Et oui, le certificat X509 est une solution pour ça. Bon, bah, donc vous avez répondu à la question, hein, c'est bien, c'est pas mal. Donc Anne-Isabelle voudrait répondre à une question, elle n'a pas pu le faire parce que c'était une question qui est passée par un autre canal. Est-ce que c'est donc une question pour tout le monde, à la limite, je ne sais pas si elle est dédiée à Anne-Isabelle ou pas. Est-ce que le protocole SSCP, oui, c'est Anne-Isabelle qui en a parlé là, est-ce que le protocole SSCP peut se déployer sur des réseaux LoRa ou Sigfox ou Sigfox, par exemple? Alors, ce protocole est compatible au modèle OSI, qui est une norme, donc a priori, oui. Non, très bien. C'est un protocole complètement ouvert et compatible à beaucoup de protocoles grâce à ce modèle et cette norme OSI. D'accord. J'ai une autre question plus générale. C'est ainsi écrite. Plus globalement, comment sécuriser les réseaux LP WAN comme LoRa et Sigfox? Donc, ça fait suite un petit peu à la question précédente. C'est une question pour tous, c'est-à-dire tous les panélistes que vous êtes. Alors pour sécuriser, alors moi je fais part de mon expérience avec le protocole SSCP. Aujourd'hui, on avait déjà auparavant une première version du protocole qui était une SSCP V1 qu'on a fait évoluer vers une version SSCP V2 pour pouvoir passer des certifications de sécurité qui sont délivrées par l'ANSSI et être résistant à l'ensemble des cyberattaques. Notamment, entre la V1 et la V2, on a autorisé seulement des communications qui étaient chiffrées, signées avec les bons algorithmes. Donc, il y a tout un ensemble de fonctionnalités qui doivent être implémentées et c'est très concret. Il y a un plan de charge qui est délivré par l'ANSSI pour pouvoir passer ce genre de certification. Après, les certifications ne sont pas forcément obligatoires pour sécuriser toutes les infrastructures. Hein, bien entendu, ça dépend de la cible qu'on veut sécuriser. Par exemple, en France, on a la loi de programmation militaire qui définit des niveaux de sécurité pour pouvoir sécuriser ce qu'on appelle les OIV, qui sont les opérateurs d'importance vitale. Et dans ce cas-là, on aura besoin de certification. Mais ce n'est pas le cas pour une infrastructure ou une organisation classique. Par contre, effectivement, avoir des communications chiffrées signées
la bonne implémentation, bien sûr, et les bons algorithmes répond à pas mal de contraintes et évite beaucoup de cyberattaques. Mais ça ne suffit pas, hein. Il y a aussi, par exemple, des paramètres d'anti-rejeu. Il y a toute une liste de fonctionnalités à implémenter pour être résistant à toutes les cyberattaques, sachant que ce sont des choses qui sont tout le temps évolutives, parce qu'aujourd'hui, le nombre de cyberattaques implémentées augmente très régulièrement, puisque les attaquants ont toujours implémentent très régulièrement de nouvelles cyberattaques, et les certifications et les fonctionnalités doivent évoluer assez rapidement. Ok, c'est clair. Sinon, compléter un peu la réponse éventuellement. Bien sûr. Donc, plus particulièrement pour LoRa et Sigfox, il faut également faire une configuration propre, c'est-à-dire que les technologies permettent, par exemple, du chiffrement de données, mais elles ne sont pas forcément activées par défaut. Et donc, il faut que les configurations soient correctes. En plus de ça, le protocole, c'est qu'une composante de l'infrastructure. On peut notamment penser aux objets qui composent ce réseau, et ces objets, en fonction de leur environnement, doivent être sécurisés en eux-mêmes. Oui, notamment sur les aspects de sécurité physique ou des choses comme ça. Ok. Complètement d'accord, oui, bien sûr. Et oui, le diable se cache dans les détails, bien entendu. Et toute la chaîne est impliquée dans la sécurité, et s'il y a un chaînon non pas manquant, mais faible, eh ben, c'est la chaîne entière qui est faible. Hein, c'est des choses bien connues. Bien. Bon, écoutez, s'il y a d'autres questions qui viennent, bien, on vous les transmettra très volontiers. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre contribution et vos participations et vos interventions qui ont été particulièrement claires. J'ai appris plein de choses. Hein. Ce n'est pas mes spécialités, la sécurité, mais là, je pense que j'ai appris plein de choses. Donc, bravo et merci encore, avant que je ne replonge dans la dernière conférence, avant d'aller prendre une douche. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.